je voulais d'abord remercier l'Institut Mort et Jean Thomas pour cette invitation et également pour la note. Le débat m'intéresse particulièrement parce que j'ai fait ma thèse de doctorat sur la question des suites dans l'après-basse. Beaucoup de choses à dire, mais dans la mesure où les discussions ont été assez larges et un certain nombre de points ont été abordés, je vais essayer de rebondir sur certains d'entre eux pour nourrir la réflexion. Alors, l'idée c'était que je rebondisse sur ce qui avait été dit par les interlocuteurs irakiens, donc je vais faire quelques remarques encore une fois. Alors oui, évidemment, mais je vais commenter enfin un certain nombre de choses. Tout d'abord, ce qui ressort très clairement, c'est évidemment la question de l'intervention de 2003. La mémoire de l'occupation qui ressort de manière très nette dans tout ce qu'on attend et pas seulement aujourd'hui. Le système politique qui a été mis en place et qui effectivement, enfin, à l'égard reposé sur une négation de la citoyenneté irakienne. Enfin, il faut quand même aller même plus loin que la question des quotas, de la représentation professionnelle qui a été adoptée. Je crois que surtout il n'y a pas eu de consultation du peuple. Enfin, les anciens opposants de tout ont essayé de faire une sorte d'ingénierie politique avec les Américains sans consultation du peuple. Donc de ce point de vue, je pense que le système des départs était déficient, en tout cas manquait très clairement de légitimité, avec évidemment un contexte d'occupation qui n'a fait que discréditer dès 2003 et le Conseil du gouvernement ce système, qui explique évidemment beaucoup de la violence. Toi étant là aujourd'hui, enfin, je la cite parce qu'évidemment, ce qu'on n'a pas entendu, mais qui me semble fondamental, enfin, vous y avez fait référence de manière un peu implicite, c'est évidemment l'héritage aussi de l'embargo des années 90 qui ont dévasté l'Irak. Et de ce point de vue, on va en parler mieux que moi puisque c'était sa thèse de doctorat, et qui, à mon sens, est une période qui est finalement très occultée. Qui a été gravissime, enfin dans les conséquences humaines, la dissolution de la société irakienne. Vous avez parlé des groupes armés, du terrorisme, des milices, de ces acteurs finalement qui aujourd'hui se multiplient, se répandent sur l'effondrement de l'État irakien. Tout ça, à mon avis, a beaucoup à voir avec le statut qui a été, enfin celui d'Irak, les sanctions, l'embargo, et puis surtout le fait qu'on a quand même fait d'Irak un État paria. L'Irak a été mis au rang du monde et de la communauté internationale, et ce qui est quand même encore une fois frappant, c'est que personne ne parle de cette période. Donc de ce point de vue, j'ai eu une conversation très émouvante il y a quelques temps, parce que je suis très impliquée actuellement évidemment sur la question des réfugiés, donc je parle à beaucoup de réfugiés, et ce qui m'a frappé, c'est que, et j'étais très émue, c'est qu'un réfugié syrien sur lequel j'écris actuellement, enfin je ferai un portrait, me disait, tu sais, comment pouvait-on affamer les Irakiens, les enfants d'Irak, et s'attendre à ce que les choses se passent différemment. On a affamé une population. On parle beaucoup de Bardadi. Bardadi fait partie de cette génération des sanctions qui a entraîné des phénomènes de repli religieux, de radicalisation, de revanchisme. Et ce n'est pas seulement de ce point de vue un revanchisme sunnite. Je pense que beaucoup veulent prendre une revanche. Alors parfois, c'est pas très clair. La revanche contre qui? Contre les Américains, contre la tyrannie, ce qui a précédé. Il y a même une dissolution du référent, en fait, de la cible. Donc on a un effondrement absolu. Au-delà de ça, il y a évidemment la question des ingérences. Alors, l'occupation américaine est une chose, mais enfin l'ingérence, elle est aussi régionale. Et de ce point de vue, je voudrais dire très clairement ici, je l'ai dit, je ne partage absolument pas l'analyse qui est faite, en tout cas en Occident, qui consiste à dire qu'on va régionaliser le règlement du conflit quand on sait quel a été le rôle des États voisins. Je crois que la solution est irakienne, de la même manière que la solution doit être syrienne. Le problème étant
que ces peuples sont aujourd'hui écrasés, broyés, donc le sont en fait depuis très longtemps. Vous mentionniez la période Maliki, le retour à la tyrannie en quelque sorte, enfin c'est peut-être un grand mot, mais tout de même, on a eu un regain d'autoritarisme qui est venu, qui explique directement la remilitarisation de la résistance sunnite qui avait essayé de repartir sur une base pacifique, de demander des réformes et qui s'est remilitarisée en l'espace de 12 ans. Daesh étant, de ce point de vue, le miroir, enfin l'autre versant de la tyrannie, donc, qui a évidemment à voir énormément avec l'héritage bassiste, dont on ne parle pas non plus, à part toutes ces discussions sur le rôle des bassistes dans Daesh. Donc là, ça, il y a un héritage de la violence et de l'autoritarisme de la dictature qui se manifeste, à mon avis, dans ces réflexes et de ces dynamiques conflictuelles. La question sunnite, évidemment, est centrale, puisqu'on a fait des sunnites des parias au jeu politique, enfin, on les a même éliminés du jeu politique, il y a un certain nombre de raisons, du fait de la description qui a été faite d'eux, du côté américain, du côté de l'ancienne opposition, qui a consisté finalement à les diaboliser, à les associer systématiquement à l'ancien régime, ce qui montre aussi à quel point on a su lire la société irakienne beaucoup plus, en tout cas du côté américain, aller un peu plus dans les nuances. Donc, dès 2003, je dirais même plus précisément, dès 2004, et Fallujah, qui est quand même le point de départ en fait, de Daesh, on va s'aider à Fallujah, tout ça. Dès ce moment, il y a eu un divorce entre une partie importante de la population sunnite, voire la majorité, et Bagdad et le processus politique. Et l'État islamique s'est déployé sur cela. Sur cette idée qu'il n'y avait pas d'autres alternatives, que la résistance nationaliste n'irait nulle part, puisque la nation s'était effondrée, mais par ailleurs on avait donc pan-islamiste, salafiste, a fait des ennemis dans les rangs de la résistance, mais aussi parmi les populations qui, encore une fois, au fur et à mesure, se sont rangés du côté de l'idée qu'il fallait un État alternatif. L'État islamique, c'est l'État alternatif. Alors évidemment, le problème est que d'une mouvance, d'un phénomène irakien, puisque ça part effectivement d'Al-Qaïda, de la branche Al-Qaïda, mais enfin en 2006, Zarqawi va mettre une élite irakienne aux commandes, donc c'est toujours tout de même une marque irakienne au niveau de l'avant-garde du groupe et des leaders. Le problème étant qu'aujourd'hui on est dans non seulement une logique de régionalisation, mais aussi une logique de globalisation qui fait que ce n'est plus seulement une sécession sunnite, mais, comme vous disiez, une mouvance globale, et moi que je qualifie de coloniale en fait. Parce que quand on voit le rôle pris par les combattants étrangers, la prédation dans les territoires conquis, vous le disiez, les crimes, les atrocités commises, on va en reparler, mais enfin, ce qui se passe est extrêmement grave. C'est pas simplement des exactions, il y a un crime de masse qui est en train de prendre place en Irak contre les populations civiles, et je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'est tout le monde qui est visé. Alors d'ailleurs, je renvoie à ma note sur ce point, c'est une note sur la question des tribus sunnites dans la lutte qui ont été liquidées. Enfin, il ne reste plus personne. Les conclusions sont malheureusement en un temps record quelque peu remises en cause parce que l'État, ce qu'on appelle l'État islamique Daesh, est dans une logique d'élimination totale. Alors de ce point de vue, il faut quand même relativiser le soutien qui est celui des sunnites aujourd'hui au groupe. Les choses ont évolué. Autant en 2014, il y a eu un pari fait sur l'État islamique dans certaines régions, à commencer par Mossoul, parce que la population en avait ras-le-bol de l'armée, de la présence des forces de sécurité, de la corruption, parce que toute la rhétorique du groupe est évidemment de mettre fin à la corruption, de rétablir les services, mais d'ailleurs ils le disent en permanence. Quand on voit les interactions, ils sont toujours là en train de dire mais on a rétabli des hôpitaux, on a rétabli les services, on nourrit la population finalement. C'est l'alternative en quelque sorte qui a été proposée. Les choses aujourd'hui s'effritent parce qu'on a des phénomènes de dissidence, mais le problème c'est que la population n'est pas armée, n'est pas en mesure de lutter. Tout cela évidemment complique les choses.
Au niveau du gouvernement irakien, je crois qu'une des priorités, c'est de donner les moyens aux sunnites de la lutte, ce qui n'a pas été fait, enfin de manière sérieuse. Alors après, on peut pointer du doigt les États-Unis, la communauté internationale, le gouvernement irakien. Le fait est que la résistance, entre guillemets, qui aurait pu s'organiser dans les territoires sunnites, n'a pas pu s'organiser, n'a pas pu lutter, n'a pas pu porter la bataille. Et je pense que la bataille était avant tout sunnite dans ces territoires parce qu'elle était désarmée. Donc là, il y a une vraie question. Et je finirai sur une chose que j'ai trouvée très intéressante, c'est la notion de libération. Le peuple irakien est passé d'une occupation à l'autre. Parce que je pense que l'État islamique aujourd'hui est une occupation. Parfois, c'est pas remettre en cause la nature locale du groupe, mais désormais, par ses mutations, par sa projection mondiale, par le nombre d'étrangers qui affluent et qui, encore une fois, sont dans des logiques d'anéantissement de la réalité locale, on est de retour à la tyrannie, clairement. La libération n'a pas eu lieu. On a présenté comme libération à la fois du côté américain et du côté de l'État islamique, parce que ça a été aussi leur discours, n'a pas eu lieu. Et je finirai sur une chose, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut une solution irakienne. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la fin de Sykes-Picot, de la fin des États, et que ce n'est pas quelque chose qui va se produire sur le long terme. Mais il n'y a aucune autre solution. Dernière chose, et je finirai là-dessus, la communauté internationale doit évidemment soutenir l'Irak beaucoup plus sérieusement. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'on accorde beaucoup d'attention aujourd'hui à la Syrie et que les origines du problème sont en Irak et qu'il n'y aura pas de solution qu'il faut absolument aussi concentrer sur l'Irak et donner des moyens à la fois aux Irakiens et évidemment aux Syriens de lutter contre cette bête du monde qui est l'État islamique parce que ça l'est. Et encore une fois, je dis que c'est un peu tout ça parce que quand on fréquente un peu les réfugiés, forcément on a un peu moins vécu quand on écoute des histoires terribles, les atrocités, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce groupe ne représente rien, ne représente aucun avenir, ne représente pas l'humain. C'est une extermination massive qui est en train de se produire. Et je sais que certains sont en désaccord, mais si rien n'est fait, ça s'abattra et malheureusement les réfugiés continueront de basculer, les gens fuiront parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Merci. Merci beaucoup Myriam Belgrand pour cette mise en perspective et cette courageuse. La parole maintenant est à Paul Amine de l'American Security Project. Thank you very much, and thank you for Thomas Moore and thank you for these ambassadors for Iraq, as well as our Iraqi colleagues who are joining us here in Paris. I thought it'd be useful just not to sort of underline what colleagues have already said, but to give you a sort of point of view from what's going on in Washington right now. Washington does, the United States government does three things when it does foreign policy. It's basically focused on individuals. It goes with a military answer first, and then it throws lots of money at any problem. And in a way, that has created the problems we see in Iraq right now. Since 2003, the international community, led by the United States, has made short-term tactical decisions that has basically led to strategic failure. Luckily, finally, Washington is waking up. The pendulum has swung from the George W. Bush administration to large-scale military involvement to what we've seen in the Barack Obama administration, trying not to do any intervention at all, to what we now see as the sort of the foreign policy body politique of Washington, saying we need a newer, better approach
And there are key strategic decisions that the United States can help the Iraqi people with. And clearly, corruption is one of those key problems. Now, whether they have the answers is going to be up to the next administration to do. And I could not agree more. It is the Iraqi people that are suffering. They are being squeezed. And as such, I think we're going to see in the next administration, more than likely under a new President Clinton, a fundamental look at governance. And that has to include structures and processes. We shouldn't be completely wed to the structures we already have in place and what Iraq has in place right now. I always remind my American colleagues with my weird accents over there that don't forget America had 3 constitutions in the space of 20 years. There's nothing wrong with re-looking at these issues. And so I think we'll see a bigger push for a deeper fundamental look at these governance issues from the next administration. But this needs to be matched with a political reconciliation process that Sheikh Jamal set out. Because without the people being involved in that process and involved in the new structures, it will lend to failure. And I don't want to take up a lot of the time because I know we're going to get into a bigger discussion. Merci beaucoup.